En 1981, le premier chef de police noir d'une ville, Landon Briggs, disparut après un dîner privé avec les hommes les plus puissants de la ville. La police, le département même qu'il dirigeait, le qualifia de policier corrompu qui avait fui son poste. Pendant 10 ans, ce mensonge fut la seule histoire, et son nom fut effacé de l'histoire. Puis une sécheresse exceptionnelle, qui survint une fois en un siècle, força les marais à révéler leurs secrets, exposant un réservoir caché derrière une maison funéraire, avec le chef toujours vivant à l'intérieur. Avant de commencer, merci de regarder. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et à quelle heure il est chez vous. Cela signifie beaucoup de savoir que vous êtes là avec nous. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. En 1981, le premier chef de police noir de Saint-Louis, Martinville, en Louisiane, disparut après un dîner privé avec les hommes les plus puissants de la ville. La police, le département même qu'il dirigeait, le qualifia de policier corrompu qui avait fui son poste. Pendant 10 ans, ce mensonge fut la seule histoire, et son nom fut effacé de l'histoire. Puis, une sécheresse exceptionnelle, qui survint une fois en un siècle, força les marais à révéler leurs secrets, exposant un réservoir caché derrière une maison funéraire, avec le chef toujours vivant à l'intérieur. L'air de Saint-Martinville au printemps de cette année-là était lourd de l'odeur des oliviers doux, de la terre humide et des secrets aussi vieux que les cyprès qui bordaient le bayou. C'était une ville aux racines profondes et aux divisions encore plus profondes. Un endroit où le passé n'était jamais vraiment passé, mais simplement recouvert par une fine couche d'hospitalité du Sud. La nomination de Landon Briggs au poste de chef de police n'était pas seulement un changement, c'était un tremblement de terre, un frémissement qui menaçait de fissurer les fondations d'une structure de pouvoir qui était restée inébranlable pendant des générations. Briggs n'était pas un homme facilement intimidé. À 45 ans, il portait l'autorité calme et inébranlable d'un homme qui avait vu le pire du monde et avait choisi, encore et encore, de s'y opposer. Ancien enquêteur militaire décoré avant de rejoindre la police, il était méthodique, discipliné et possédait une intégrité aussi droite et inébranlable que le canon de son pistolet de service. Il se déplaçait dans la ville avec une calme détermination qui déstabilisait les anciens du village. Le cabale d'hommes blancs, riches, qui gouvernaient saint. Martinville comme leur propre domaine privé depuis des décennies. Son mandat ne débuta pas par un grand geste, mais par un acte silencieux et délibéré de défi. Il déverrouilla le vieux fichier métallique à l'arrière de la salle des archives, un endroit que l'ancien shérif appelait le trou de mémoire, et commença à lire. Il sortit les dossiers de cold case de plusieurs habitants noirs qui avaient disparu sans laisser de traces dans les années 60 et 70. Un métayer qui avait eu une dispute avec le propriétaire de la terre, une jeune femme vue pour la dernière fois en train de se disputer avec le fils d'une famille influente, un militant des droits civiques qui était venu en ville et avait tout simplement disparu. Chaque cas avait été clôturé par une explication paresseuse et désinvolte. Il est parti, il a noyé, aucune preuve de jeu criminel. Pendant des semaines, Briggs travailla en silence. Ses nuits passées sous la faible lumière de son bureau, croisant les déclarations, étudiant les cartes de la paroisse et établissant une chronologie. Un motif commença à émerger, une sombre constellation de disparitions qui semblait toute gravité autour de quelques figures clés de la ville. L'ancien shérif, un riche propriétaire de plantation, un juge corrompu et l'homme qui était le centre silencieux et respecté de leur univers, Alistair Finch, le propriétaire de la maison funéraire Shiloh & Son. Finch était une institution dans la ville, un homme doux, élégant, dans la soixantaine, dont la famille avait enterré les citoyens de Saint-Martinville pendant près d'un siècle. Il était le gardien du chagrin de la ville, le témoin silencieux de ses derniers moments. Mais Briggs, avec son esprit d'enquêteur, voyait autre chose. Il voyait un homme dont les affaires lui donnaient accès à des terres, à du matériel, à des moyens de faire disparaître un corps de manière permanente. Son enquête le mena à une seule et horrible supposition. Il croyait que les victimes n'avaient jamais quitté la paroisse, qu'elles étaient enterrées dans des tombes anonymes dans l'ancien cimetière négligé qui bordait le marais derrière la maison funéraire de Finch. Il était sur le point d'obtenir un mandat d'un juge de l'État, contournant le système local, pour exhumer un corps dans une parcelle suspecte.
Une tombe qui avait été creusée et remplie sans certificat de décès correspondant. Il était sur le point de déterrer l'histoire secrète de la ville. Les anciens du village savaient qu'il était proche. L'invitation arriva un mardi, un dîner privé avec le maire et d'autres responsables locaux pour discuter des initiatives communautaires. Un geste de bonne volonté, une branche d'olivier. Briggs le savait, c'était un test, une tentative déguisée pour évaluer ce qu'il savait et peut-être acheter son silence. Il accepta. Il devait connaître son ennemi. Le dîner eut lieu dans une salle privée d'un vieux restaurant surplombant le bayou. L'air était lourd de l'odeur de bourbon et de fausse bonhomie. Le maire lui donna une tape dans le dos. L'ancien shérif raconta de vieilles blagues fatiguées. Et Alistair Finch, les yeux calmes et vigilants, proposa un toast au chef Briggs, disant d'une voix aussi douce que de la soie, « Un homme de conviction, qu'il trouve la paix qu'il cherche dans notre petite ville tranquille. » Briggs but le whisky. Ce fut sa seule erreur. 1 heure plus tard, alors qu'il conduisait de retour au poste de police, une vague de vertige le submergea. Les réverbères commencèrent à se brouiller. Il réussit à garer son cruiser dans l'allée derrière la maison funéraire. Sa dernière pensée consciente fut une réalisation froide et claire. C'était un piège. Plus tard dans la nuit, son cruiser de police fut retrouvé, son moteur encore en marche, ses feux illuminant un chemin solitaire à travers l'obscurité. Sur le siège avant, son badge, son chapeau et son pistolet de service étaient disposés de manière soignée et délibérée, comme s'il avait simplement abandonné son identité et s'était écarté. Les dirigeants de la ville, menés par un maire au visage grisonnant, retardèrent les recherches. Ils parlèrent de la pression immense du travail, du fardeau que Briggs portait. L'ancien shérif, désormais consultant payé par le département, orchestre la narration officielle. Un faux témoin fut produit, un homme prétendant avoir vu le chef à la gare routière portant une valise. Des preuves d'un problème de jeu inexistant furent plantées dans son tiroir de bureau. L'histoire était lancée. Le chef London Briggs, le premier chef de police noire de la ville, était un policier corrompu qui avait craqué sous la pression et s'était enfui, abandonnant son poste, sa famille et son honneur. Sa femme, Louise, une femme de force farouche, refusa d'accepter cela. Elle se précipita dans le bureau du maire, les yeux brillants d'une douleur qui s'était déjà durcie en rage. « Vous mentez, dit-elle d'une voix tremblante. Mon mari ne fuirait jamais. Vous lui avez fait quelque chose. » Le maire la regarda, son visage masqué de pitié feinte. « Maintenant, Louise, dit-il d'une voix pleine de condescendance, votre mari était dépassé. Parfois, la terre ici avale simplement des hommes comme lui. » L'effacement du nom du chef London Briggs fut aussi rapide et efficace que son enlèvement. Dans les semaines qui suivirent à sa disparition, un silence épais et suffocant s'abattit sur St. Martinville. Son nom, autrefois un symbole d'un avenir fragile et plein d'espoir, devint un tabou. Un mot prononcé seulement dans des chuchotements effrayés, derrière des portes closes. L'histoire officielle, celle du policier corrompu qui s'était enfui, fut répétée si souvent par les dirigeants de la ville dans le journal local qu'elle commença à prendre l'apparence de la vérité. C'était une histoire plus facile à croire que l'alternative. Au commissariat, le démantèlement systématique de son héritage commença. Les dossiers des affaires non résolues qu'il avait si minutieusement rassemblés disparurent de la salle des archives. Sa photographie fut enlevée du mur des chefs. Son numéro de badge, le 187, fut discrètement réassigné à un nouveau recrue. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Sa femme Louise devint un fantôme dans sa propre ville. Les murmures la suivaient dans les allées du supermarché. Les regards de pitié des mêmes gens qu'elle avait autrefois appelés ses voisins étaient une accusation silencieuse constante. Elle se battit d'abord. Elle écrivit des lettres aux autorités de l'État, au FBI, suppliant pour une enquête indépendante. Les réponses étaient des lettres type, polies et dédaigneuses, la reine renvoyant à l'enquête déjà réalisée par le département du shérif local. Son combat, sa vérité, se heurtait à un mur d'indifférence bureaucratique. Le système avait fermé ses rangs. Louise Briggs mourut d'un cœur brisé en 1989. Son avis de décès dans le chronicle de la paroisse était un court paragraphe triste mentionnant ses années en tant qu'enseignante et son amour du jardinage. Il ne faisait aucune mention de son mari, le chef London Briggs. La ville avait achevé son effacement, mais un homme refusa d'oublier. Karim Dorsey, à 21 ans,
avait été le seul stagiaire noir de Briggs. Un jeune homme qui regardait le chef avec une sorte de vénération. Briggs était plus qu'un supérieur. Il était un mentor, un symbole de ce qui était possible. Il voyait en Karim un esprit brillant et un sens du bien et du mal inébranlable, et il l'avait pris sous son aile. Lorsque Briggs disparut, Karim fut le seul dans le département à remettre en question ouvertement la narration officielle. Il poussa pour une révision interne. Il souligna les incohérences dans la chronologie, l'apparition pratique du témoin. Sa loyauté fut récompensée par une rétrogradation punitive discrète. Il fut réaffecté de la patrouille à un travail municipal insignifiant, traitant les permis dans un bureau sans fenêtre, au sous-sol de l'hôtel de ville. Il l'avait de réduit au silence, mais il ne l'avait pas brisé. Sa rétrogradation devint le carburant d'une vigile secrète et obsessionnelle. Pendant 10 ans, Karim mena une double vie. Le jour, il était un simple employé discret. La nuit, il était un enquêteur. En 1987, après des années de fausses pistes, il obtint enfin une avance. Il avait retrouvé un ancien adjoint nommé Frank Thibodeau, un homme qui avait quitté la force brusquement 1 an après la disparition de Briggs et qui vivait désormais à 2 paroisses de là. Après des semaines d'appels téléphoniques prudents et persistants, Thibodeau accepta enfin de le rencontrer. La rencontre eut lieu dans un dîner éloigné ouvert toute la nuit, au bord d'une route déserte, l'air lourd de l'odeur de café rance et de cigarettes. Thibodeau était l'ombre de l'homme que Karim se souvenait, son visage marqué, ses mains tremblantes lorsqu'il alluma une cigarette. « Tu es un idiot d'être venu ici, gamin, » murmura Thibodeau, ses yeux se dirigeant vers la porte. « Tu n'as aucune idée de ce avec quoi tu joues. »« Je joue avec la vérité, Frank, » répondit Karim d'une voix calme et posée. « Je veux juste savoir ce qui est arrivé au chef. Tu étais de service cette nuit-là. Ton nom figurait sur le rapport initial, mais tu n'as jamais donné de déclaration. » Thibodeau prit une longue bouffée tremblante de sa cigarette. « Il y a des choses à Saint Martinville dont on ne parle pas. Les anciens, ils ont une mémoire longue et de longs bras. » « Les anciens de la paroisse ?» insista doucement Karim. « Que sont-ils à voir là-dedans ?» L'ancien adjoint écrasa sa cigarette dans le cendrier, son visage marqué par la peur. « Je n'ai rien vu, dit-il, sa voix à peine un murmure. Mais j'ai entendu des choses. On m'a dit de rester loin de la maison funéraire cette nuit-là, que la voiture du chef était en cours de traitement, mais je suis allé faire un tour. J'ai vu la voiture de Finch et celle de l'ancien shérif. Bien après minuit, il n'y avait aucune raison officielle pour qu'il soit là. Ce n'était pas normal. » Il regarda Karim, ses yeux suppliants. « C'est tout ce que je sais, gamin, et c'est plus que tu ne devrais savoir. Tu dois laisser tomber, pour ton bien. Ces hommes, eux, ils n'enterrent pas leurs erreurs au cimetière. » Ce n'était pas une confession, ce n'était pas une preuve décisive, mais c'était le premier vrai indice que Karim avait obtenu. C'était un lien concret entre la nuit où le chef disparut et les 2 hommes les plus puissants de la paroisse. Cela confirmait sa plus grande peur. Ce n'était pas une disparition, c'était une conspiration. À partir de cette nuit-là, l'enquête de Karim prit un focus. Il passa ses week-ends à conduire vers les paroisses voisines, interviewant d'autres officiers, retraités trop effrayés pour parler à Saint-Martinville. Et une fois par an, à l'anniversaire de la dernière patrouille de Briggs, il faisait son pèlerinage. Il se rendait à la maison funéraire Shiloh & Son, se garait de l'autre côté de la rue et observait l'ancien bâtiment majestueux. Il notait comment le marais derrière semblait être dans un état constant de rébellion, ses eaux montant chaque année, cherchant à reprendre la propriété en perpétuelle inondation. L'air autour de l'endroit semblait lourd, anormal. Il en vint à la conviction que l'histoire officielle était un mensonge, non seulement dans sa conclusion, mais aussi dans sa prémisse. Il n'avait donc pas seulement disgracié Landon, il l'avait enterré. Pas dans une tombe où il pourrait un jour être retrouvé, mais quelque part plus profondément, quelque part de pire, quelque part sur ce terrain maudit et en train de couler. Il ne savait pas comment, mais il savait que la maison funéraire détenait la réponse. C'était une conviction qui s'était ancrée dans son âme, une certitude froide et dure qui le guiderait à travers une décennie d'obscurité. L'été de 1991 tomba sur la Louisiane comme un jugement. Ce fut une saison de chaleur implacable et accablante. Le ciel, autrefois d'un bleu vibrant, se décolorait en un blanc pâle et différent.
Le soleil était un marteau impitoyable qui frappait sans relâche sur la terre desséchée, jour après jour, semaine après semaine. Le vert vibrant du paysage se fanait en un jaune-brun malsain. C'était le début d'une sécheresse historique qui se produisait une fois par siècle. À Saint-Martinville, le bassin d'Achafalaya, la source de vie de la région, commença à se rétrécir. Les bayous, autrefois profonds et boueux, devenaient peu profonds et lents. Leurs eaux se retiraient des rives, exposant une côte fissurée et écaillée de boue. Les zones humides, les vastes pépinières grouillantes du marais, disparurent, ne laissant derrière qu'un paysage désolé de terre craquelée et les restes squelettiques, fantomatiques des genoux de cyprès. La sécheresse était une catastrophe lente, rampante, et le marais mourait. Les premiers signes furent dans les poissons. Ils commencèrent à apparaître par centaines, puis par milliers, leurs corps argentés flottant à la surface de l'eau stagnante, privés d'oxygène. L'odeur de la pourriture et de la décomposition flottait lourdement dans l'air humide. Les massacres de poissons anormaux, particulièrement dans le bassin du marais directement derrière la maison funéraire Shiloh & Son, étaient là si graves qu'ils ne pouvaient plus être ignorés. L'État, poussé par une avalanche d'appels paniqués de pêcheurs locaux et un article cinglant d'un journaliste d'une paroisse voisine, envoya une équipe environnementale enquêter sur cette anomalie écologique. L'équipe, dirigée par une jeune biologiste pleine d'esprit nommée Dr. Lena Hansen, arriva à Saint-Martinville avec un camion plein de matériel scientifique. Ils étaient des étrangers, immunisés contre les anciennes règles tacites de la ville. Ils étaient là pour suivre les données. Leur enquête se concentra rapidement sur le bassin, derrière la maison funéraire. L'eau ici était dans le pire état, une soupe épaisse et nauséabonde. En prenant des échantillons de sol et d'eau, ils naviguaient dans un paysage qui semblait étranger et perturbant. La sécheresse avait révélé un monde caché sous l'eau depuis des générations. Ce fut le 3e jour de leur enquête que l'un des membres juniors de l'équipe, un étudiant en master nommé Ben, tomba dessus. Il tirait un petit bateau plat à travers un canal peu profond, nouvellement accessible, un endroit qui était habituellement sous l'eau. Il cherchait un endroit pour prélever un échantillon de sol lorsque le poteau heurta quelque chose de dur, quelque chose qui n'était ni de la roche ni du bois. Il regarda en bas. Dépassant de la boue sèche fissurée, se trouvait un cercle de fer forgé rouillé d'environ 3 pieds de diamètre. C'était un hublot ou un couvercle de regard fixé à un grand réservoir en béton qui était à moitié enfoui dans la terre. « Hé, docteur Hansen !» appela-t-il. « Tu devrais voir ça. On dirait un ancien réservoir septique ou quelque chose comme ça. » Docteur Hansen se dirigea vers lui. Elle étudia l'objet, son front plissé. Elle consulta ses cartes topographiques. Il n'y avait aucune structure, aucun puits, aucun système septique enregistré à cet endroit. C'était complètement hors de place. « Ça pourrait être un vieux réservoir non marqué, » dit-elle. Sa curiosité scientifique piquée. « Il pourrait être en train de libérer quelque chose dans l'eau. On doit vérifier ça. » Ouvrir le réservoir fut un combat. Le hublot en fer était rouillé et fermé. Ils utilisèrent un pied de biche, leur grognement d'effort résonnant dans la chaleur étouffante et silencieuse. Avec un dernier cri de métal contre métal, le seau céda. Ils soulevèrent le lourd hublot. Ils regardèrent à l'intérieur. C'était froid, sombre et silencieux. L'air qui s'en échappa était épais, chargé de l'odeur d'eau stagnante et de décomposition. Il semblait être exactement ce qu'ils pensaient. Un vieux réservoir abandonné partiellement rempli de quelques pieds de boue nauséabonde. « Bon, Ben, dit le docteur. Hansen, prenons un échantillon de cette boue. » Ben se pencha près de l'ouverture, tendant un long flacon de collecte. Le bord boueux de l'ouverture était glissant. Son pied glissa. Avec un cri de surprise, il perdit l'équilibre et tomba en avant. Sa lampe de poche qu'il avait serrée dans sa main tomba de sa prise et s'enfonça dans l'obscurité du trou. Le faisceau de lumière de la lampe de poche traça une trajectoire frénétique et bondissante dans l'obscurité alors qu'elle tombait. Il frappa le mur au fond, illuminant le béton couvert d'algues. Il frappa la surface de la boue noire. Puis, pendant une fraction de seconde, il heurta autre chose, une paire d'yeux. Ils étaient pâles, laiteux, et ils clignèrent lentement, une fois, 2 fois, à l'intrusion soudaine de la lumière. Ben hurla. Du fond du trou, une main, squelettique et pâle, la peau semblable à du papier mouillé, se tendit vers la lumière.
Une scène en bordure du marais se transforma en un chaos contrôlé, mais professionnel. L'appel frénétique de Dr. Hansen à la police d'État amena une vague d'enquêteurs sur les lieux. Le premier officiel d'État à arriver fut la détective Maria Broussard, une étrangère sans allégeance à la vieille garde de la paroisse. Elle jeta un coup d'œil à la scène, l'équipe environnementale paniquée, les adjoints locaux confus et territoriaux, l'histoire impossible d'un homme dans le réservoir, et prit le commandement. Ça comptera, dit-elle. Le sauvetage fut une procédure délicate et horrifiante. 2 ambulanciers, leurs visages graves, furent descendus dans le réservoir. L'homme au fond était vivant, mais à peine. Il était émacié, son corps, un squelette recouvert d'une peau pâle et translucide. Il était enchaîné à une lourde boucle de fer boulonnée au sol du réservoir. Le bracelet de sa cheville, rouillé si profondément dans sa chair, qu'il semblait être devenu une partie de son os. Ils durent utiliser un coupe-boulon de haute puissance pour le libérer, le bruit tranchant des lames résonnant dans l'étroit tombeau de béton. Il fut attaché à une planche dorsale et soulevé vers la lumière aveuglante et inconnue du soleil. Il ne fit aucun bruit. Il se contenta de fixer, ses yeux troubles clignant lentement, incompréhensiblement, vers le ciel. Il fut immédiatement emmené en quarantaine dans un établissement médical sécurisé, un endroit où il pourrait être traité sans l'interférence des autorités locales ou de la presse. Il était un fantôme, un homme sans nom, une relique vivante d'une tombe oubliée. Au début, il était non-verbal, ses cordes vocales atrophiées après une décennie d'inutilisation. Il restait allongé dans son lit d'hôpital, ses yeux suivant lentement le mouvement des médecins et des infirmières. Son expression, un masque vide de traumatisme. Mais dans un moment de lucidité frappante, alors qu'une infirmière ajustait sa perfusion intraveineuse, il leva une main tremblante et, avec un effort immense, traça la forme étoilée d'un insigne dans l'air, un badge de police. Les résultats ADN arrivèrent une semaine plus tard. C'était une correspondance définitive avec les échantillons pris du vieux pinceau de cheveux du chef Briggs que sa femme Louise avait gardé pendant des années. L'homme dans le réservoir était le chef Landon Briggs. Il était en vie. La nouvelle fit l'effet d'un ouragan à Saint-Martinville. Les autorités de la ville paniquèrent. Le maire, un homme qui avait bâti sa carrière sur les bases du pouvoir de la vieille garde, tint immédiatement une conférence de presse. Il ne parla pas d'un miracle. Il parle d'une tragédie d'un genre différent. Il lança un nouveau mensonge insidieux à la presse, sa voix dégoulinant de fausses sympathies. Le chef Briggs, suggéra-t-il, était un homme profondément perturbé qui, après son effondrement en 1981, devait avoir construit cette étrange cachette, vivant une existence de ermite bizarre, une triste victime de son esprit fracturé. Mais Karim savait mieux, et dans une pièce silencieuse à l'hôpital, les souvenirs de Landon Briggs, fracturés et enfouis sous une décennie d'obscurité, commençaient à revenir. La récupération de Landon Briggs fut un processus lent et douloureux, une excavation minutieuse d'un esprit qui avait été enterré vivant. Il était soigné par une équipe de médecins et de thérapeutes, mais son guérisseur le plus important était Karim Dorsey. Karim restait à ses côtés jour après jour, une présence calme et constante, un lien vivant avec le monde que Landon avait été volé. Avec la détective Maria Broussard également présente, son carnet de notes ouvert, ils commencèrent à reconstituer l'ampleur monstrueuse de la conspiration. Landon parlait dans un chuchotement sec et rouillé. Sa voix était l'ombre du puissant baryton qu'elle avait été autrefois. Chaque mot était un effort, une pierre tirée du fond d'un puits sombre et profond. « Le dîner », commença-t-il, ses yeux fixés sur un point du mur opposé. Il ne voyait pas la chambre d'hôpital stérile, mais un souvenir. Au restaurant, Finch proposa un toast. Il s'arrêta, sa gorge travaillant. « Le whisky ? Il avait un goût lourd, sucré. J'aurais dû savoir. »« Que s'est-il passé après que vous soyez parti ?» demanda Broussard doucement, sa voix calme et professionnelle, masquant l'horreur qu'elle ressentait. « Dizzy, Landon murmura. Les lumières sur la route, elles ont commencé à nager. Ils se sont arrêtés derrière la maison funéraire. Je savais que c'était un piège. Trop tard. Il décrivit comment 2 adjoints, qu'il connaissait depuis des années, l'avaient traîné hors de sa voiture de patrouille. Des hommes qui ne voulaient pas croiser son regard. Il parle d'être emmené non pas par la porte avant de la maison funéraire, mais par une entrée latérale dans la salle de thanatopraxie froide et stérile.
l'air imprégné de l'odeur de formaldéhyde. Alistair Finch était là, ainsi que l'ancien shérif et le maire. Leurs visages étaient graves, leur objectif clair. Finch, dit Landon dans un râle, une lueur de l'ancienne colère dans ses yeux. Il m'a regardé et m'a dit « Je suis désolé, chef. Certaines choses sont mieux enterrées. » Il ne s'excusait pas pour ce qu'il allait faire. Il était en colère. J'avais forcé sa main. « Où vous ont-ils emmené ensuite, chef ?» demanda Karim, sa propre voix tendue. Les yeux de Landon se fermèrent un instant, comme s'il rassemblait la force pour revivre cet endroit. Par le sous-sol, il faisait froid, ça sentait la terre humide et les produits chimiques. Il y avait une porte arrière, une porte de cave. Ils m'ont traîné dans le marais. L'air était si épais que je pouvais entendre les alligators. Ils avaient le réservoir là-bas, déjà à moitié dans l'eau. Il attendait. Il se souvint de la sensation du lourd bracelet de fer cloué autour de sa cheville, le métal froid mordant sa peau. Il se souvint d'avoir été poussé dans le trou sombre et froid. Il se tenait au-dessus de moi, dit-il, son regard se tournant vers Karim, ses yeux remplis d'un souvenir vieux de 10 ans, de trahison. Tous me regardèrent de haut. L'ancien shérif, il souriait. Il se pencha par-dessus le bord et dit « La voix de Landon se brisa un instant. Il a dit « Ce marais n'a pas besoin de tombe. Il a de meilleures façons de garder des secrets que… » Ils ont glissé le hublot, le bruit des boulons. C'est le bruit que j'entends chaque nuit. Il détailla sa survie impossible. Pendant les 5 premières années, une fine bouillie nutritive était versée par un tuyau 2 fois par semaine. Puis tout s'arrêta. Il survécut grâce à l'eau de pluie qui s'infiltrait et aux rats et serpents qui tombaient là parfois par la conduite de ventilation. Une existence primitive qui avait gardé son corps en vie, tandis que son esprit brûlait d'une rage froide et pure. À mesure que Landon donnait les noms des hommes qui avaient été là cette nuit-là, les hommes qu'il avait enfermés dans sa tombe, Karim Dorsey ouvrit sa mallette. Pendant 10 ans, il avait construit son propre dossier. Il sortit ses dossiers, ses chronologies, ses interviews secrètes. Il les étala sur le lit d'hôpital. « Frank Thibault, dit Karim, pointant un nom sur l'une de ses listes. L'adjoint à la retraite dont je t'ai parlé. Il a mis Finch et l'ancien shérif à la maison funéraire cette nuit-là. » Il sortit un autre dossier. « Permis de construire, dit-il, regardant la détective Broussard. De 1981, un important projet de plomberie et de renforcement de fondation à la maison funéraire, signé par le maire lui-même et l'inspecteur qui a approuvé le travail final. Il était le beau-frère du commissaire de police actuel. Les souvenirs de Landon fournissaient le témoignage direct. Les recherches de Karim apportaient un peu les preuves corroborantes. L'enquête n'était plus une simple recherche de personnes disparues. Il s'agissait de démanteler un empire construit sur des meurtres et des mensonges. La résurrection du chef Landon Briggs provoqua une onde de choc de panique dans les couloirs du pouvoir à Saint-Martinville. La narration officielle, celle d'un homme perturbé qui s'était caché, commença à s'effondrer sous le poids de la vérité émergente. Alors que le témoignage de Landon était officiellement enregistré, une manœuvre légale silencieuse et désespérée commença parmi les élites de la ville. La sécheresse, l'acte de la nature qui avait révélé le crime, commença à s'inverser. Une série de violents orages d'été se déchaîna, et le niveau de l'eau du bassin d'Afalaya commença à monter. Le marais, lentement, inexorablement, commença à reprendre son territoire, menaçant de recouvrir à nouveau l'épreuve. Mais il était trop tard. Armée du témoignage de Landon et des 10 années de recherche de Karim, la détective Broussard et une équipe d'enquêteurs d'État descendirent sur Saint-Martinville. Karim n'étant plus un simple employé discrédité, mais le consultant clé de l'enquête, exigea une excavation complète de la propriété de la maison funéraire Shiloh et Fils, avant que les eaux montantes ne rendent cela impossible. L'excavation commença sous un ciel de la couleur d'un bleu de contusion. L'air était épais de l'odeur du diesel des engins lourds et de l'odeur organique riche de la boue du marais perturbé. Alors que le godet mécanique attaquait la terre autour du réservoir, une petite foule d'agents de la police d'État et d'experts médico-légaux observaient en silence. Ils ne découvrirent pas seulement le réservoir, mais aussi un second coffre en béton scellé, enterré plus profondément dans la boue sous celui-ci. Un secret caché même de la sécheresse. Le bruit de la scie à béton coupant dans le coffre était un cri mécanique aigu. Lorsqu'ils soulevèrent finalement le couvercle,
Un souffle collectif horrifié parcourut l'équipe. À l'intérieur se trouvaient les restes squelettiques de 5 autres personnes, leurs os emmêlés dans l'espace sombre et sans air. Ce étaient les victimes des affaires non résolues que Landon avait enquêtées en 1981, les habitants noirs qui avaient été engloutis par la terre. La maison funéraire n'avait pas seulement été un endroit pour enterrer les morts, elle avait été une usine pour faire disparaître les vivants. Les preuves étaient accablantes, indéniables. Mais la justice qui suivit fut une affaire lente, cynique et finalement creuse. Landon Briggs, frêle et émacié, sa voix un murmure rouillé, fit sa déposition devant un grand jury fermé. La presse était exclue. Les procédures étaient scellées. Il n'y eut pas de procès dramatique au tribunal. Aucun jugement public pour les hommes qui avaient orchestré un règne de terreur de plusieurs décennies. Le système, le même système qui les avait protégés pendant si longtemps, continua à le faire. Le maire âgé et l'ancien shérif furent déclarés inaptes médicalement à comparaître. Le juge était décédé des années plus tôt. Le commissaire de police actuel, confronté à des preuves irréfutables de son implication, démissionna soudainement, invoquant un stress mental sévère, et prit sa retraite avec une pension complète. Le procureur de district, un homme dont la carrière avait été nourrie par les anciens de la paroisse, tint une brève conférence de presse. Il annonça que, en raison d'une chaîne de garde floue concernant les restes récemment découverts et la nature peu fiable des témoignages donnés après un traumatisme important, son bureau ne poursuivrait pas